12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 12 citoyens. Aujourd'hui, on va aborder une question parfois épineuse, mais qui est très intéressante et très importante pour tout le monde dans cette société dans laquelle on vit, pour prêter plus d'attention à chaque personne. On va parler du handicap. Et pour ce faire, j'ai le plaisir aujourd'hui de parler avec deux invités. Chacun va nous parler de son parcours, chacun va nous parler de ses expériences. Et ce qui sera intéressant, c'est de voir l'évolution de cette thématique du handicap. J'ai le plaisir d'accueillir Colette Bonaccorsi. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est génial quand on va bien. Joshua, bonjour. Bonjour. Joshua travaille aussi avec nous à UGOP Radio, donc c'est un plaisir de l'avoir sur cette table pour le connaître un peu plus. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien. C'est génial aussi. Je vais vous laisser chacun me donner sa définition du handicap et brièvement, et dire comment il se sent lié à cette thématique. Joshua, je te laisse l'honneur de commencer. Le plus jeune. Pour moi, la définition du handicap, c'est peut-être à la naissance ou pas. C'est quelque chose qui se voit ou qui se voit pas. Ça peut être des difficultés tétraplégiques ou liées au cerveau. Ça peut être plein de choses en fait. Voilà. Quelque chose de très divers. Et comment ça. tu te sens lié à cette thématique? Je me sens très très lié. Comme j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, en fait, je soutiens cette cause, quoi. Comme je suis handicapé, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap. Et je me battrai toujours pour cette cause. On voit que ça te tient à cœur, cette question. Et on va continuer à creuser cela. Colette, pour vous, quelle est la définition du handicap? Du handicap, c'est qu'on a à la base un truc qui fait qu'on est différent. Ça ne se voit pas forcément parce qu'il y a des handicaps invisibles. Et c'est quand même 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc ça fait que 20% d'handicaps visibles. Oui. Et il y a plusieurs types d'handicaps. Le handicap physique, l'handicap cognitif, mental, et le quatrième, je ne sais plus, mais bon... Il y a 4 types de handicap. Ouais. Maintenant, c'est vrai que le handicap en lui-même, moi, je pense qu'il n'y a pas de handicap. C'est malheureux de dire ça, quand je dis qu'il n'y a pas de handicap. Nous, on est handicapés parce que effectivement, on a mal quelque part, on a des soins, etc., etc. Et voilà. Mais quand je dis on n'a pas de handicap, quand on est handicapé, souvent, on se bat beaucoup plus que les autres et on n'a pas de barrière, on s'en met pas. Et on avance. Donc, pour moi, en tout cas, ça n'a pas été... C'est intéressant, cette l'handicap, ça n'a pas été un handicap. Perspective. Ok, ça a été une force motrice. Moi, ça m'a toujours poussé plus avant, ça ne m'a jamais empêché d'avancer. Avant de parler de votre parcours, juste avant, vous me disiez, quand on était hors antenne, que le terme, vous préférez le terme handicapé, une personne handicapée à une personne en situation de handicap, et j'aimerais revenir là-dessus. Pourquoi pour vous, c'est mieux de dire handicapé qu'en situation de handicap? Parce qu'en situation de handicap, une personne qui s'est fait une entorse à la cheville, elle avec des béquilles, elle est en situation de handicap. Ouais. On ouvre une boîte à Pandore, alors à ce moment-là, tout le monde est en situation de handicap. Et puis tout le monde peut demander l'allocation d'adultes handicapés, etc., etc. Et puis voilà. Vous dites qu'il ne faut pas tout polir. Il ne faut pas tout polir, il faut appeler un chat un chat. Ouais. Est-ce que le chat il est en situation de chat? Non, on dit c'est un chat. Donc, c'est bien d'être direct. Mais du coup, parlez-nous aussi de votre parcours. On sait que vous avez enchanté le 12e, vous avez porté la flamme olympique, vous avez été une des porteuses. Qu'est-ce que ça vous a fait, cette expérience? Alors, j'ai été sélectionnée par Coca-Cola. Parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait 3-4 partenaires qui étaient au JO. Alors, moi, j'ai reçu un coup de fil auquel je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas. Et puis après, j'ai eu un mail et après, on m'a dit de les rappeler. Donc, j'ai cru que c'était une blague au départ. Et puis non, ce n'était pas une blague. Ils m'ont demandé si je voulais porter la flamme olympique. Donc, j'ai dit oui, je veux bien. Et ils m'ont dit oui, mais c'est pour l'ouverture des JO paralympiques à Paris. Je dis d'autant plus. Ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus significatif aux JO paralympiques qu'aux JO olympiques. Pourquoi? Parce que
pour l'ouverture des JO paralympiques, au moins, c'était marqué d'une pierre blanche, le handicap. Ouais. Et voilà. Et votre engagement. Et mon engagement face à l'handicap. Joshua, toi, les JO, est-ce que tu as suivi et qu'est-ce que ça t'a fait aussi, cette dynamique autour des Jeux paralympiques cette année? J'ai pas trop suivi les Jeux comme je travaillais avec nous. Pas encore, comme je travaillais avec mes personnes handicapées, situation de handicap. J'avoue, j'ai pas trop suivi, mais j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait autour des JO et des Jeux paralympiques. Comment les gens étaient, cette bonne humeur. Je voyais des vidéos sur les réseaux sociaux que les gens montraient. Puis voilà. Ça vous a fait plaisir? Ouais, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait moins plaisir pendant cette période, Colette? Alors, moi, dans l'ensemble, non. Le seul truc qui est pas plaisant, c'est que on n'a pas les villes qui sont adaptées, les transports qui sont adaptés. Ouais. Mais il n'y a pas qu'à Paris. Il y a aussi Marseille, Lyon. Lyon, ils l'ont bien arrangé. Mais il y a plein de villes comme ça. C'est pas, voilà, on n'est pas seul dans Paris. Mais puisque vous parlez de ces défis dans Paris ou ailleurs, quels sont les plus grands défis pour une personne handicapée? Les défis au quotidien, c'est de pouvoir se déplacer. Et quand on n'est pas trop mobile pour se déplacer, c'est un parcours du combattant parce que c'est pas adapté. Joshua, je vois qui essaie de la tête, c'est aussi la réponse. Oui, surtout dans les transports à Paris. Par exemple, pour les fauteuils roulants, quand il y a des escaliers, c'est vraiment la galère pour descendre. Oui. S'il y a pas, c'est ça, on peut pas descendre en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a même pas d'escalateur. Oui. On se retrouve bloqué devant des escaliers à se dire comment on va faire pour prendre les transports. Ouais. Voilà. Alors, ils nous disent qu'on a la PAM. C'est quoi la PAM? C'est un service, un réseau de transport pour personnes à mobilité réduite. Oui. Ouais. Qui ne fonctionne pas très bien. C'est un foutoir. Pas possible. Et puis alors, depuis que c'est passé Île-de-France, c'est encore pire qu'avant. Alors c'est le bordel la PAM. Donc je le conseille à personne. Voilà, c'est tout. Parce que quand on prend la PAM et puis que si nous on est en retard, ils s'en vont. Mais par contre, si eux ils sont en retard, il faut qu'on les attende. Et on doit les attendre par tous les temps dehors, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Donc c'est de la maltraitance à handicapés, ça. Ouais. Voilà. Ah, mais c'est flagrant comme situation. Colette, vous avez un parcours particulier vu que vous m'expliquez que étant petite, votre mère était têtue et a refoulé votre handicap et donc du coup il est apparu sur le tard. Comment ça s'est fait? Donc vous avez eu une enfance relativement normale entre guillemets? Alors en réalité, je marchais pas très bien. Je marchais pas à 1 an et demi. Et quand elle était infirmière et quand elle a vu que je marchais pas 1 an et demi, elle m'a mis dans un Yopala. Maintenant, c'est interdit les Yopala pour les enfants. Et elle m'a mis dans un Yopala. Elle a dit à notre gouvernante, elle ne sortira pas du Yopala, même pas pour la sieste. Vous la laissez debout tout le temps. Elle finira bien par marcher. Et c'est ce qui s'est passé. Je me suis trouvé des points d'appui qui n'existaient pas. Parce que ma colonne elle était tellement tordue que j'avais pas de point d'appui. Donc je me suis créé des points d'appui et je me suis mise à marcher. Ouais. Donc voilà. Et là, en vieillissant, et c'est vrai, du coup, ces points d'appui se sont usés et maintenant, ça commence à poser des problèmes. C'est pour ça que je marche avec des béquilles, que j'ai de plus en plus de mal à marcher et je vais finir en fauteuil roulant, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai vécu une belle vie et j'ai pu faire ma checklist et cocher pratiquement toutes mes cases. Donc voilà. On parlera de cette dernière case en fin d'entretien. Mais comment vous avez vécu peut-être l'évolution du regard posé sur vous quand vous étiez quand vous marchiez étant jeune et puis quand finalement vous avez dû succomber pour prendre des béquilles? Alors, quand j'étais jeune, je marchais normalement. Et puis en plus, comme elle savait que j'avais ce problème, elle m'a fait faire du sport à outrance. Elle voulait pas qu'on reste sans faire d'activité. Donc j'ai fait du ski, de la danse sur glace, plein de trucs comme ça. Ouais. Franchement, voilà. Où il fallait renforcer finalement les jambes, le dos, voilà. Donc, et du coup, j'ai pas eu trop de problèmes. J'avais souvent mal au dos, oui, effectivement, mais bon, avec le sport, ça musclait et puis ça se maintenait. Je suis même rentrée dans l'armée. J'ai été une des premières filles militaires parce qu'ils ont commencé le service militaire entre 79 et 81
pour les femmes. Ils ont testé pendant 3 ans sur 250 filles par an pour savoir s'ils allaient ouvrir l'armée aux femmes. Ouais. Donc j'ai fait partie du panel. Moi, je suis rentrée en 80. Voilà, j'ai fait partie de ce panel-là et ça a permis d'ouvrir l'armée aux femmes. Et maintenant, on a 30% à peu près de femmes militaires qui vont au combat, qui peuvent aller au combat. Donc, et c'est grâce à ces 750 filles que ça s'est ouvert. Voilà. Donc, on en apprend sur tous les sujets avec vous. Joshua, vous, comment vous ressentez ce regard au quotidien? Est-ce qu'il y a un poids, un regard qui pèse ou pas du tout? Quand j'étais petit, ça a été vraiment difficile à porter. J'ai vécu du harcèlement sur mon handicap. Voilà. Ça a beaucoup évolué au fur et à mesure. Les gens ont accepté mon handicap. Ça fait plaisir. À force d'expliquer comment marche mon handicap, en fait, ça devient normal pour les gens. Et puis j'ai pu travailler comme n'importe qui, montrer à toutes les personnes que le handicap, c'est pas difficile à vivre. Et voilà. Comment vous faites pour aborder ça avec vos collègues, vos amis? C'est directement un point que vous abordez ou vous attendez un petit peu? J'attends un petit peu. S'ils me posent la question, je vais commencer à en parler, à expliquer comment ça fonctionne, quelle idée mettre en place pour mon handicap, si je fatigue, si j'ai des problèmes, voilà. Sinon, s'ils ne m'en parlent pas, je ne vais pas en parler. Okay. Voilà. Vous préférez qu'on vous en parle ou pas du tout? Je préfère qu'on m'en parle, comme ça je peux expliquer les choses et qu'on mette des choses en place pour que je puisse travailler dans des conditions acceptables. Ok. C'est quoi vos défis au quotidien? Mon défi au quotidien, c'est le regard des gens. Travailler avec le regard des gens, c'est dire comment ils vont accepter au quotidien le handicap, si ils vont être gentils ou pas, ou voilà. Colette, vous nous avez montré comment, avec brio, vous avez dissimulé cet handicap pendant des années. Quel est votre défi, vous, maintenant? Alors moi, quand il est apparu, quand j'ai commencé vraiment, quand ça s'est vu, j'ai tout fait pour qu'on le voit pas, en définitive. Quand je dis j'ai tout fait pour qu'on le voit pas, pourtant j'ai les béquilles et tout, j'ai mis des strass sur les béquilles. On voit ça. Et je fais des défilés de mode, parce que j'ai créé les premiers défilés... avec béquilles? Les premiers défilés handicapés, pas handicapés. Donc j'ai fait ça avec 2 agences, avec World of Model et avec Partage ta différence. C'est deux agences différentes et qui travaillent sur le handicap et qui font des défilés de mode depuis longtemps pour montrer qu'on peut être handicapé, mais on peut être beau. Donc voilà, j'ai fait ça et j'essaye au quotidien que ça ne m'atteigne pas, que ça ne montre pas. Je m'habille, j'essaye d'être bien habillée. Voilà, je fais attention à l'apparence qui est hyper importante. Parce que les gens, ce qu'ils regardent en priorité, c'est d'abord l'apparence de la personne. Souvent, quand on s'imagine un handicapé, on se l'imagine pauvre, mal habillé, presque pleurnichard. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, c'est vrai. Presque pleurnichard, dépressif. Alors que non, on n'est pas du tout ça. On est des gens normaux. On rigole comme tout le monde. On vit comme tout le monde. Et ça, il faut quand même le comprendre. Oui. Et moi, le fait que je suis finalement normale, et puis mes béquilles, elles font court avec moi, on s'en rend même plus compte, parce que je marche vite et bien avec les béquilles. Si bien qu'à la caserne où je travaille, un jour, tous les ans, on fait la journée des partants, pour ceux qui partent, qui sont mutés. Et puis une année, ils m'ont fait « Bon, tu viens à l'activité cette année de la journée des partants ?» Je lui dis « Oui. » C'est quoi? Ils me font « C'est l'acrobranche. » Et là, j'ai éclaté de rire. Ils ont oublié. J'ai dit « Ouais, je veux bien faire l'acrobranche, mais avec les béquilles et le corset, ça va être difficile. » C'est bien, vous avez réussi à faire oublier... Et ils ont dit « on n'a pas vu. » On oublie complètement que tu es handicapé, tellement tu parais normal. C'est une réussite? Oui, c'est une réussite. Ouais. C'est une réussite totale, parce que quand les gens l'oublient, ça prouve qu'ils ne voient plus la personne. Avec son handicap, ils ne voient que la personne. Ouais. Joshua, comment s'est passée votre expérience scolaire universitaire? J'ai fait des classes spécialisées quand j'étais jeune. C'est quoi des classes spécialisées? C'est des Ulysse, c'est fait pour les handicapés. Avec ma mère m'a mis dedans quand j'étais allé en école primaire. C'est très particulier parce que ça regroupe différents handicaps de tout horizon. Et il y a 4 Ulysses différentes.
Ça peut partir pour les aveugles, comme pour les malentendants, comme pour les troubles du comportement. Moi, j'étais dans le trouble du comportement. Et c'est des classes adaptées, ils font des devoirs adaptés. On peut partir, tu peux être dans une classe de 5e ou 4e, mais faire des choses de 6e. Ouais. En fait, ils vont à votre temps. En fait, ils font des choses. C'était bien adapté, quoi. C'est ça. C'est très, très bien adapté. En fait, ils prennent le temps pour travailler avec vous. Et la transition vers le milieu professionnel, comment ça s'est passé ? J'ai pas eu de difficultés comme après. Tu étais bien lancé. C'est ça. En fait, j'ai appris avec beaucoup d'évolution, parce que ma mère elle m'a beaucoup aidé aussi à parler de mon handicap à toutes les personnes. Et ça m'a pas mis un frein pour le travail. Et ça m'a permis aussi, en entretien, de pouvoir en parler librement, sans que ça me perturbe ou sans que ça soit un problème. Colette, est-ce que vous avez observé, vous, une évolution de ces initiatives, par rapport au travail, à la scolarité, à l'intégration des personnes handicapées? Alors, par rapport à la scolarité, moi, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que maintenant, on veut mettre toutes les personnes handicapées dans un parcours scolaire normal. Quand je dis normal, c'est dans des classes avec des enfants qui n'ont pas du tout de handicap et avec une AESH. C'est quoi? Alors, AESH, c'est une assistante d'éducation pour les personnes handicapées, pour les enfants handicapés. Alors, ce que je trouve inadmissible, quelque part, c'est pas pour cloisonner, dire qu'il faut les mettre à part, machin. Mais ce que je trouve un peu inadmissible, c'est qu'on les mélange et que finalement, ils vont pas apprendre. Ouais. Parce qu'ils ont... par rapport au reste de la classe, ils seront beaucoup plus lents et ils vont avoir plus de difficultés à apprendre. Ouais. Donc, c'est pas leur donner le moyen et la possibilité d'arriver à faire après des études universitaires. Ouais. Par contre, il y a un lycée qui existe et c'est Toulouse-Lautrec, dont on entend parler parce qu'il y a une série télévisée qui est sortie, et il faudrait qu'il y ait plus de lycées comme ça où effectivement il y a des handicapés, il y a des personnes qui ne sont pas handicapées, mais les personnes qui sont handicapées, elles sont prises en charge. Si elles ont des soins, elles font les soins au sein du lycée pendant leurs études, et il n'y a pas de problème. Alors que là, c'est facile, hein, on les met dans un collège ou dans un lycée, et après c'est aux parents à se débrouiller, à trouver une ergothérapeute, un kiné, un machin, en sachant que l'ergothérapeute, c'est pas pris en charge par la Sécu, qu'il n'y a rien qui est pris en charge. Et que c'est tout de la poche des parents. Quand on est handicapé, finalement, il faut être milliardaire, quoi. Ouais. C'est vrai ? Non, c'est vrai. Tout est vrai. Et comment ça se fait que ça reste à la traîne ? On n'écoute pas la voix des handicapés, des personnes qui militent comme vous? Alors, on écoute surtout les grosses associations, comme l'APF. J'ai rien contre eux, contre des grosses associations qui ont pignon sur rue, qui touchent des tonnes, mais des blindes de subventions, qui ont des administrateurs qui sont pas handicapés, donc valides, et qui se permettent de l'ouvrir pour nous. Sans concerter, sans rien, allez, vas-y, ils ouvrent leur bouche. Il faut plutôt écouter des personnes directement concernées par le sujet. Il faut que ce soit... Alors, effectivement, il y a le Conseil national du handicap, avec Jérémy Bauroy, qui essaye, lui, en toute honnêteté, de faire les choses bien et de trouver des solutions. Mais ça avance à pas de fourmis, ça avance pas assez vite. D'ailleurs, lui-même, il le dit, ça avance pas assez vite, ça avance très lentement. Et pourtant, la loi de 2005, en 2025, elle aura 20 ans, la loi sur le handicap, et ça a pratiquement pas avancé. Oui, vous me disiez tout à l'heure que ce n'est presque pas appliqué, cette loi. Elle existe, la loi, mais on ne l'applique pas, on l'applique comme on veut. Dans les entreprises, normalement, ils ont l'obligation de 6% de personnes handicapées. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui le font. Ils préfèrent payer les amendes, parce que pour eux, prendre quelqu'un d'handicapé, c'est plus une gêne qu'autre chose. Parce que, et comment on va mettre en place les choses, s'il lui faut un fauteuil ergonomique, s'il lui faut ci, s'il lui faut ça, et machin, et puis il va ralentir l'équipe. Non, mais on marche sur la tête. Il y a encore des clichés par rapport aux personnes. C'est des clichés, il y a beaucoup de clichés. Des clichés.
Ouais. C'est plus que des clichés. Ouais. Tant qu'on leur tapera pas sur la tête, qu'on leur imposera pas la loi, mais c'est partout pareil. Hein. Est-ce que vous vous impliquez comment au quotidien parce que vous Pour êtes quelqu'un ça de très, très impliqué dans tout ce qui est handicap. Quels sont vos combats du quotidien? Alors moi, je défends les personnes handicapées quand elles sont face à leur employeur Ouais. et qu'elles ont un problème avec un employeur indélicat. Ouais. Parce que je suis au groupement ressources handicap de la CFDT depuis plus de 15 ans. Ouais. Et je défends les gens face à leur employeur quand on les licencie pour inaptitude, par Ouais. exemple. Le meilleur moyen maintenant de virer les gens avec le nouveau code du travail, c'est de virer les handicapés pour inaptitude, comme des linges sales. Allez, vas-y, je te fous dehors. Donc, face à ces employeurs-là, eh ben, on n'hésite pas à faire des tribunaux. Et on les traîne dans la boue, les employeurs, quand c'est comme ça, puisqu'ils se permettent de traîner dans la boue les handicapés. Il ne faut pas se gêner. Ouais. Pour l'administration, on les envoie au TA, au tribunal administratif. Et là, pareil, au tribunal administratif, il faut savoir comment ça fonctionne. Et au tribunal administratif, il faut attaquer sur la forme, pas sur le fond. Si vous attaquez sur le fond, vous avez tort. Ouais. Il faut attaquer sur la forme, dire, voilà, le texte, il n'est pas respecté, à la virgule près, bah, c'est comme ça. Et c'est là-dessus qu'on gagne. Donc, il faut faire comme ça. Joshua, en écoutant Colette, ça te motive pour t'engager? Mais toujours, moi, le handicap, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Aider les personnes qui en ont besoin. Bon, c'est vraiment une cause que je soutiendrai toute ma vie. Ouais. Est-ce qu'on est en 2024, on est en plein dans beaucoup de développements technologiques qui facilitent la vie des gens handicapés ou pas. En tout cas, plein de choses nous sont facilitées par rapport à il y a 20 ans. Est-ce que vous avez l'impression que pour vous, en tant que personne handicapée, vous avez des progrès technologiques qui sont faits en votre faveur ou vous êtes aussi oublié? Alors, il y a des choses qui sont faites en notre faveur, qui peuvent nous aider. Par exemple, comme l'exosquelette ou des trucs comme ça, où maintenant, il y a des personnes qui sont handicapées, qui étaient en fauteuil roulant et qui arrivent à remarcher. Ouais. Ou alors, en travaillant sur l'ADN et puis et l'IA, on arrive à refaire marcher des gens ou faire voir des aveugles. Ça, dernièrement, il y a eu une opération faite comme ça. Donc, je trouve que la technologie, justement, elle va évoluer et que dans les années qui vont suivre, moi, je le verrai peut-être pas, mais je dirais dans les 50 ans qui vont suivre, on n'aura plus de personnes handicapées. On aura des super Jimmy et des hommes qui valaient 3 milliards. Je ne sais pas si vous vous rappelez des séries. Ouais. C'est des personnes bio-ioniques, on les aura, ça. Et ça vous enthousiasme? Mais moi, je suis contente parce que justement, il n'y aura plus de handicap, il n'y aura plus de personnes. On arrivera à avoir des gens qui peuvent vivre une vie normale. Ouais. Donc voilà. Mais il y a d'autres choses dans la technologie qui font que ça ne va pas aider non plus les handicapés. Parce que notamment aux personnes âgées, en manque d'autonomie, se servir d'Internet, elles ne savent pas le faire, ou se servir de toutes ces technologies nouvelles, elles vont avoir du mal, elles seront en manque d'autonomie, elles auront du mal à le faire. On va leur dire, tiens, vas-y, prends ton rendez-vous chez le médecin via ton portable. Elle va être complètement secouée, et elle ne va pas pouvoir le faire, la petite mamie. Ouais. Voilà. Et pour les personnes aveugles, c'est mal adapté, parce que, par exemple, quand ils doivent marquer leur date de naissance, ou la date où ils vont aller à tel concert, au lieu qu'ils puissent le dire à voix, telle date, et que ça se note automatiquement, on leur fait faire un déroulé. Il y a un déroulé qu'ils ne pourront pas faire. Et pourtant, c'est simple à et corriger. ils n'arrivent pas... Alors, pourtant, c'est simple. Ouais. Il faut que ce soit fait à voix, et qu'à voix, on puisse avoir... voilà. Ouais. Joshua, quel conseil ou quel mot d'encouragement vous donnerez à un enfant, un jeune qui découvre un handicap ou qui est en situation, qui fait face à un handicap? Moi, je dirais ne jamais rien lâcher. Toute sa vie, de quoi qu'il fait face au quotidien, ne jamais rien lâcher. Ouais. Et vous, Colette? Moi, je pars du principe qu'il faut avoir des rêves et il faut les réaliser. Donc, moi, je me suis fait ma checklist. Donc, et c'est vrai que je coche mes cases au fur et à mesure. En parlant de checklist, c'est quoi un rêve que vous aimeriez concrétiser? La secrétaire d'État ou ministre. Ouais. Voilà, je veux devenir secrétaire d'État ou ministre. On vous le souhaite, c'est possible. Et qui sait, peut-être que la personne en charge de nommer les secrétaires d'État nous écoute sur Gop Radio. En réalité, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'handicapés en politique. Ouais. Normalement, il doit y avoir 6% dans les entreprises. Pourquoi en politique, à l'Assemblée nationale, il n'y en a qu'un? Ils sont deux personnes handicapées à l'Assemblée nationale. Ouais. Il y en a un, il est en fauteuil roulant, et il y en a un autre qui est aveugle. C'est normal qu'il n'y en ait que deux députés. En Europe, ils en ont pris 0.
C'est zéro pointé pour tous les partis politiques, hein, parce que personne n'en a pris. Ça, c'est une honte. Ce serait quoi la première mesure que vous La mettrez première mesure, mais c'est écrit dans la loi. Normalement, ils sont obligés de nous mettre sur les listes. Ouais. Ils sont obligés de nous mettre. On devrait être 6% à l'Assemblée et 6% sur les listes pour les européennes. Ouais. Et ça, c'est pas normal qu'on nous mette pas. Votons Colette. Votons Colette Bonaccorsi pour les prochaines élections. Et vous, Joshua, c'est quoi votre rêve que vous aimeriez concrétiser? Moi, je n'ai pas de rêve, c'est juste de réussir dans la vie. Ok, on vous le souhaite aussi. On arrive à la fin de notre émission. J'ai juste quelque chose à parler, parce qu'on parle beaucoup des handicapés, on parle jamais de ceux qui les accompagnent, les aidants. Ouais. Parce que si on n'avait pas ces aidants, on ne pourrait pas vivre au quotidien. Et les aidants, ça va toucher dans les 10 ans qui vont suivre une personne sur 2, une personne valide sur 2. C'est-à-dire dans les gens qui travaillent, toute la génération X et Y, ils vont se retrouver, la moitié vont se retrouver aidants. Ils vont être en train de travailler et aidants de quelqu'un de leur famille. Ouais. Donc voilà. Et moi, avec l'Ordre national et le mérite, parce que je suis chevalier de l'Ordre national du mérite, on a créé avec le président de l'Ordre national du mérite de Paris, Monsieur Lipao, on a créé le trophée des aidants. On les récompense. C'est la première fois qu'on reconnaît les aidants et qu'on a fait un prix pour eux. Ouais. Et ça, parce qu'ils ne sont jamais reconnus. Ils travaillent, ils s'épuisent à aider les personnes qui sont handicapées ou âgées ou en manque d'autonomie ou qui sont en train de mourir. Parce que l'aidant, c'est aussi quand leur famille est en train d'arriver en fin de vie. Eh ben, ils sont là. Et ils s'épuisent à la fin. Et c'est bien de le dire et c'est bien de vous écouter, en tout cas de vous motiver à les défendre et de vous écouter parler de ces situations. Ça nous fait réfléchir sur ces questions. Et dans l'espoir que les choses s'améliorent. En tout cas, c'était une émission très édifiante. Merci de nous avoir parlé de cette thématique. Connaître Bonaccorsi, c'était un grand plaisir. Et Joshua, pareil. À très bientôt sur la radio du Doubs. C'était le Doubs Citoyen. Doubs Citoyen, l'émission Société du GOP Radio.